Rebonsoir, vous êtes bien sur TV5 Monde. Je suis ravie de vous accueillir dans le magazine Nec Plus Ultra pour 26 minutes d'émerveillement et d'excellence. Mode, hôtellerie de luxe, savoir-faire raffiné, artisanat vont vous faire rêver cette semaine. Voici le sommaire. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec l'art de la serrure, de Louis XIV à nos jours. Aux Granges d'en haut, l'émotion est au sommet, quelle que soit la saison. Avec aussi le génie du cristal, de l'eau, du sable et beaucoup de talent. Il est en matière de décoration des détails subtils qui changent une ambiance et donnent ce plus de style qui fait toute la différence. Je veux parler des serrures, des poignées de portes et de fenêtres, en bronze naturellement. Venez avec moi, j'ai rencontré les meilleurs. Les premières serrures à verrou européennes dateraient de l'époque néolithique. L'homme a toujours besoin de se protéger. Fondée en 1830, la maison Garnier s'est spécialisée dans la fabrication et la restauration de serrureries et de quincailleries décoratives. Depuis 150 ans, au cœur de Paris, des artisans surdoués se transmettent un savoir-faire particulier qui protège en beauté des intempéries et donne du style à un intérieur. Donc vous avez ici différents postes de travail qui correspondent à différents métiers et à différentes étapes de la fabrication des pièces. En dehors de la fonderie, tout est fait là. Mais nous avons une fonderie qui est intégrée dans l'entreprise et qui est installée en Touraine, à Château-Renaud. Mais autrement, tout est fait ici. L'âge de bronze n'est pas révolu. Aujourd'hui encore, on tourne, cisèle, monte, polit, toujours à la main. La tournure au laser et au jet d'eau complète les procédés traditionnels qui permettent de réaliser chaque pièce de cette collection unique. Unique tant par le style que par la diversité. Quand la commande est prise, nous venons ici pour chercher le modèle de base que nous allons envoyer en fonderie. Tout ça est rangé par type de Louis XVI, du gothique, de l'Empire, du Louis XV. Là, vous avez les anneaux de clé. Ça, c'est des pièces que nous mettons à la place d'un anneau ordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un cache-clé. Un cache-clé, c'est sur les serrures en applique que nous fabriquons. Et puis en dessous, vous avez ce qu'on appelle des boutons de tirage que vous mettez au milieu d'une porte pour tirer. Et vous avez en dessous la platine que vous allez mettre par-dessous, juste sur la porte. La maison entretient les serrures du château de Versailles, de l'hôtel Matignon et du portail de l'Opéra, excusez du peu. Voilà une pièce terminée. Elle est dorée, parce qu'on fait beaucoup de dorure la dorure par électrolyse. Donc on trempe les pièces dans des bains d'or à base de nitrate d'or et l'or va se déposer. Et puis, en fonction de ce que le client va souhaiter, on va le laisser comme ça, brillant, neuf, puis on va laisser le temps au temps de se patiner un peu, ou on va mettre une patine qui va atténuer, je dirais, le côté brillant, le rendre déjà un peu vieilli. Du butoir à l'habillage de porte-fenêtre, le catalogue contient 6000 références. Ça, c'est ce qu'on appelle une boîte de Crémone, parce que c'est l'élément central. Vous avez le bouton qui entraîne un mécanisme à l'intérieur, et c'est grâce à ce mécanisme que les tringles vont monter et descendre, et que ça va dégager la fenêtre pour permettre son ouverture. Toutes nos pièces sont marquées avec notre sigle RG, soit devant, soit derrière, en fonction de la nature de la pièce. Ça, c'est la Crémone qui a été fabriquée pour l'hôtel de ville de Paris, qui a été reconstruit après la Commune, puisqu'il avait été incendié. Il y a des choses que j'aime bien proposer, oui c'est vrai, mais il ne faut jamais le faire pour soi. Donc il faut être toujours à l'écoute et attentif à ce que les gens vont avoir comme décoration. Spécialisée à l'origine dans la fabrication de crémones et la reproduction de serrures en bronze, la maison possède une collection de moules anciens magnifiques et, si le moule est cassé,
On refait tout d'après un dessin, comme pour ce très ancien modèle. Un client nous l'a commandé. Donc on a fait appel à un sculpteur qui a, à partir du dessin, refait le modèle. Il nous a refait ça dans un modèle, dans un bois tendre. Ce modèle a été envoyé en fonderie. Ça a donné une pièce que nous avons retravaillée pour lui rendre le détail de chaque feuille, de chaque gaudron, et qui nous sert maintenant de modèle de base. Et à partir de là, on a fait les tirages nécessaires à la production des serrures demandées. On trouve aussi de l'art déco, pas mal de contemporains, on vit avec son temps. Alors maintenant, on utilise des méthodes, je dirais, plus informatiques. Grâce aux procédés informatiques, on a fait des modèles dans des tailles différentes. Et donc ça permet de modifier et d'adapter les pièces, les modèles, à toutes les situations ou à toutes les demandes. Et c'est vrai que l'informatique, de ce point de vue-là, est beaucoup plus souple et nous aide beaucoup. Les 70 artisans maison perpétuent ainsi le célèbre bon goût français. Besoin d'air pur, de beauté, de qualité, d'un cocon où l'on est à la fois tranquille et choyé. Connaissez-vous ces chalets hôtels là-haut sur la montagne, aussi belles l'été que l'hiver? Suivez-moi, c'est à quelques kilomètres de Chamonix. Quelle que soit la saison, le paysage est si beau que l'on peut rester des heures à regarder l'aiguille verte changer de couleur au coucher du soleil. Les 14 chalets privés de cet hôtel ont tous vue sur le Mont Blanc et sont chacun baptisés d'un curieux prénom de femme. Tous nos chalets portent le prénom d'une dame. En fait, c'est très très simple. Ce village, il fallait qu'il ait une âme. Et quand l'architecte s'est inspiré du tableau d'Édouard Vallet, on s'est dit, il faut raconter quelque chose. Nous ne sommes pas un hôtel tout neuf qu'on pose dans un endroit merveilleux et qu'on ouvre et où on n'a rien à dire. Et en fait, il y a une petite histoire derrière tout ça. Figurez-vous que les paysans des Ouches, au moment des beaux jours, montent les troupeaux dans les alpages et laissent les troupeaux pendant tout l'été. Pendant ce temps-là, ils redescendent. Ils redescendent, mais pas complètement, ils redescendent dans un village qui s'appelle les Granges d'en haut. Et ils redescendent dans ce village rejoindre leurs dulcinées qui se trouvent chacune dans un chalet. C'est pour ça que chaque chalet porte le nom de la dite dulcinée du paysan en question. Nom désuet mais confort high-tech dans chaque chalet, 200 mètres carrés, avec sauna, quel est le truc en plus? C'est ancré dans une histoire, c'est pas quelque chose qu'on a posé là. C'est quand je vous disais on pousse la porte et on est chez soi, c'est comme si ça avait toujours existé. Ce n'est pas un endroit où on pose juste ses valises pour une semaine, pour une journée, pour quelques jours. C'est un endroit où il fait bon vivre, où on touche du doigt le bonheur. Rien d'ostentatoire, tout est dans la beauté des matériaux, tout est dans la beauté du site. On reste discret face à toutes ces essences de bois que nous avons, il faut quand même le dire, nous sommes face à la chaîne du Mont Blanc et aux aiguilles de Chamonix, aiguilles vertes, aiguilles du Midi. C'est juste extraordinaire dans le sens littéral du terme. Dans chaque chalet, vous avez 4 chambres, 4 salles de bain, un sauna privé, une très très grande salle à manger, un grand salon ouvrant sur les aiguilles de Chamonix et une cuisine. Si bien que vous êtes à la fois complètement indépendant et complètement dépendant. Vous voulez beaucoup de services de l'hôtel, avec le restaurant, avec le room service, etc. Vous l'avez. Mais vous voulez avoir un petit peu plus d'intimité et, comme on dit en anglais, de privacy, vous pouvez l'avoir aussi. Décor sobre, matière noble, on connaît. Or, le panorama à couper le souffle, quel est le plus du plus? On a deux grands atouts. C'est déjà notre spa. Pour être dans les chiffres, même si c'est très stérile, c'est 1000 mètres carrés de spa. Avec une très grande piscine qui s'ouvre sur la chaîne du Mont Blanc, avec des contre-courants, donc vous pouvez nager à loisir
et tutoyer le Mont Blanc juste face à vous. Évidemment, sauna, hammam, jacuzzi, tout ça vient avec, bien évidemment. Et vous avez une partie centre de bien-être où nous avons 5 cabines. Alors au sol, cabine traditionnelle, cabine d'esthétique, une double cabine avec bain japonais où on vous prodigue tous les soins, j'allais presque vous dire de façon très triviale, possible et imaginable. Parce que Gaël, notre spa manager, met vraiment un point d'honneur à ce que nos clients, comme on dit familièrement, quittent ce monde. Quitter pour un moment, surtout, les angoisses du quotidien stressant dans un cocon de bien-être où chaque membre du personnel est attentif au moindre désir du visiteur. Il faut créer quelque chose chez notre client. On ne vient pas juste le masser, on vient apporter beaucoup plus que ça. Il faut qu'on le fasse rêver. Pareil au restaurant. Le chef, Philippe Zanchetta, est d'origine italienne. Et on a choisi, puisqu'on est quand même à 15 minutes du tunnel du Mont Blanc, on a choisi de mixer, c'est pas un mot très joli, mais de combiner deux cultures, le Val d'Aoste et ici, la Haute-Savoie. Donc ce qui vous donne une carte avec quelques accents transalpins. Pour ensoleiller d'une autre façon l'identité savoyarde de l'assiette. Mais pas de panique, le chocolat reste le chocolat. Vous avez des influences de l'un et de l'autre. Et là, pareil, je suis toujours sur ce même registre, créer du bonheur, créer de l'émotion, créer quelque chose chez le client. On ne peut pas laisser quelqu'un insensible quand il vient dans un lieu comme ça. Cette harmonie entre la nature et l'architecture est propice au voyage dans le temps, au lâcher-prise et aux émotions inattendues. On est un village, donc quand vous vous baladez dans notre village, en une petite ruelle entre deux chalets, vous allez voir juste l'aiguille verte. Il suffit que ce soit le coucher du soleil, l'aiguille verte est rose. Ça, c'est une émotion. L'émotion, c'est aussi vous rentrez du ski et il y a quelqu'un qui vous attend avec un bain chaud. Aujourd'hui, il n'est pas utile d'avoir de l'or au plafond, du marbre de partout. On a su simplement tirer les points forts, les points essentiels de notre région et les mettre en valeur. Plus la qualité humaine et professionnelle du personnel et l'on tutoie le paradis. Je suis parisien, je suis arrivé dans un lieu comme celui-là et pour moi qui suis citadin, j'avais les yeux grands ouverts en me disant « Mon Dieu, mais un lieu comme ça, on ne peut pas le laisser, ça peut pas rester inconnu, ça ne peut pas rester secret, ça n'est pas possible tellement c'est agréable de venir séjourner. Quand vous dormez dans un chalet, il n'y a non seulement pas un bruit, mais vous vous faites réveiller par le rayon de soleil qui passe entre l'aiguille du midi et l'aiguille verte. Vous ouvrez votre rideau et vous voyez ce panorama avec le lever du jour. C'est juste unique. Parfois, vous avez la sensation ici, dans cet endroit, d'être le maître du monde. Oui, c'est vrai. Parfois, dans cet endroit, vous êtes sur une autre planète, vous êtes dans votre propre bulle. Moi, je dis souvent, nos clients, on les met sous cloche et on les fait respirer uniquement l'air pur. Ils sont coupés du monde extérieur et on prend soin d'eux le temps qu'ils veulent bien nous donner et nous accorder, juste pour qu'on les rapproche de notre notion du bonheur. Un bonheur qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais au diable l'avarice. Il est si bon de rêver. De l'excellence encore avec les cristalliers de la maison Saint-Louis. Ces virtuoses du cristal n'en finissent pas de faire souffler sur la maison un vent de fraîcheur. À table, s'il vous plaît, mais non après vous, je vous en prie, faites donc. De l'eau, du sable, du bois, beaucoup de savoir-faire ont fait de cette cristallerie lorraine l'un des joyaux de l'art de vivre à la française. Depuis 1781, ces maîtres du feu ont à cœur de remettre à l'infini la maillotche ou le compas sur l'établi. Je suis récent chez Saint-Louis. J'ai pris mes fonctions il y a de ça 3 mois à peu près. Donc pour moi, même si j'ai une longue histoire avec le groupe Hermès qui est, vous le savez, la maison mère de Saint-Louis, on a une passion commune pour le beau savoir, le beau geste. Ce qui m'a le plus impressionné quand j'y suis arrivé, c'est, comme disait Arletty, cette gueule d'atmosphère. Parce que vous allez à Saint-Louis et vous n'êtes plus pareil. Vous avez quelque chose qui a changé en vous. Vous avez vraiment un avant et un après. Ce site, cette vallée encaissée, vous arrivez, ça vous semble très mystérieux. Et puis là, vous rentrez dans la manufacture et vous arrivez, vous avez le verre chaud devant vous, cette matière en fusion. Et sérieusement,
quand vous sortez de là, vous êtes différent et vous êtes tombé amoureux. En 1767, c'est Louis XV qui donne à Munstal le titre de verrerie royale de Saint-Louis. J'ai coutume de dire que c'est vraiment la tradition contemporaine. Donc à partir de ce moment-là, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est toujours de son temps. Et donc la réinterprétation de nos grands classiques, c'était une évidence pour Saint-Louis, puisque Saint-Louis n'est pas moderne, Saint-Louis est juste de son temps. Et la réinterprétation fait donc partie, je dirais, de l'ADN de Saint-Louis. Et donc, chaque fois, nous essayons de voir comment, à travers des formes qui existent déjà, nous pouvons avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles tailles. Les trésors du patrimoine résonnent comme de la poésie et riches d'objets extraordinaires qui rendent l'instant unique. Aujourd'hui, vous connaissez le macaron de Saint-Louis avec ses fleurs de lys, mais nous avons une certaine époque où le macaron de Saint-Louis, c'était tout simplement la carafe de nuit, qu'on appelle assez joliment, je trouve, le veilleur de nuit. Cette petite carafe que vous allez mettre sur votre table de nuit, avec son petit verre qui lui sert de capuchon, c'est une forme du passé, mais elle a été réinterprétée soit par des nouvelles couleurs, soit par des tailles différentes, qui lui donnent une incroyable modernité. Quand je regarde les créations telles qu'elles ont pu avoir lieu, je trouve que chacune a vraiment une vraie histoire. C'est une question d'alchimie, c'est une question de rencontre avec des gens qui aiment ce métier, qui sont tombés amoureux du cristal. Vous savez, vous avez des designers, quand on leur dit bah, venez travailler avec nous, au début, vous avez des réactions qui sont assez mitigées. Oui, le cristal, pourquoi pas. Vous les emmenez à Saint-Louis et là, ils ont tous envie de travailler. C'est vraiment différent, donc c'est une vraie question d'alchimie. Une alchimie qui peut se réaliser aussi avec le désir du client qui peut vouloir modifier un modèle. C'est aussi la couleur. Nous avons cette année sorti une nouvelle couleur. Vous savez, la couleur, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est pas quelque chose que vous allez mettre, vous n'allez pas mettre de la poudre de parlimpinpin dans un pot et puis vous dire bah, ça va sortir automatiquement. Ce sont des essais, c'est du dosage qui se fait avec le temps. Il faut arriver à trouver la bonne alchimie, la bonne composition qui va vous permettre de sortir une nouvelle couleur. Nous avons ressorti dans des tailles différentes le mini vase Versailles qui, alors c'est vrai, petit clin d'œil aux 60 ans du pied carré du vase Versailles, mais qui dans cette petite dimension lui donne un aspect vraiment charmant. Donc vous voyez, Saint-Louis, c'est toujours de la modernité. Avec plus de 600 petites mains qui font des choses grandioses. Vous avez 300 personnes qui travaillent chez Saint-Louis, certains d'ailleurs depuis plusieurs générations. Vous savez, le cristal, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et nous avons chez nous des maîtres verriers qui sont verriers de père en fils. Et je prononce d'ailleurs à dessein le terme verrier, pas cristallier. Vous auriez pu me dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas cristallier? Non, eux-mêmes se disent verriers. Car c'est, rappelez-vous, le roi qui a baptisé lui-même la verrerie royale de Saint-Louis. Je crois que les gens sont très attachés déjà au fait que même si on est dans une logique industrielle, car ne nous l'aurons pas, un four à bassin, c'est un outil industriel. Mais derrière, lorsque vous avez cueilli le cristal, que vous allez le façonner, le souffler, le tailler, là c'est dans un geste qui est un geste artisanal. C'est vraiment l'amour du travail bien fait et je crois que, français ou pas français, les gens sont toujours sensibles à ça. Selon Paul Claudel, le cristal est l'étincelle jaillie de l'âme des hommes. C'est un métier qui est un métier dur, mais c'est un métier qui est un beau métier. Et nous arrivons, alors bien sûr, derrière, c'est pas parce que vous allez embaucher un jeune que du jour au lendemain, il va être capable de vous faire un doublé couleur ou un triplé couleur ou d'être capable de vous tailler un vase Versailles. Mais et derrière, il y a un apprentissage qui est un long apprentissage. Mais on trouve encore des jeunes, et donc des jeunes qui ont envie de faire ce métier. La relève est bien là. Ne serait-ce pas par hasard ce que demande le peuple ? C'est sur ces jolis gestes que l'émission se termine pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. D'ici là, voici notre coup de cœur. Puisque le luxe est une affaire de cœur, alors nous remercions le Palais de Tokyo et le Tokyo Art Club de nous avoir reçus. Au revoir. Pour présenter ses dernières créations, Didier Perrault a choisi un célèbre restaurant parisien. Les élégantes étaient venues nombreuses découvrir les nouveautés du créateur, qui a commencé en créant des bijoux faits de pierres indiennes sur vermeil. Et qui, le succès aidant, les monte sur de l'or. Il travaille la dentelle dorée, mélange la passementerie aux perles de nacre ou à la topaze et se lance dans les accessoires fort jolis. Sinon, on ne les montrerait pas.